Vas-y, Pendant vas-y. qu'on lance la présentation, j'aurais aimé un peu, voilà, j'ai été introduit donc par Philippe, mais vous connaître un peu également. Qui parmi vous en fait utilise un smartphone? Vous pouvez lever la main. Hein, généralement, tout le monde lève la main, oui, presque. Hein. Et qui parmi vous, finalement, il y en a pas mal, je pense, qui en ont même plusieurs hein, au sein de leur ménage. Et finalement, c'est ce qu'on constate. Hein, il y a énormément hein, de smartphones sur le marché, en France également, bien sûr. Et finalement, une deuxième question, qui parmi vous travaille dans une entreprise qui souhaite développer une action RSE? Normalement, tout le monde lève la main aussi. Et généralement, tout le monde lève la main aussi à la question suivante, c'est qui se heurte finalement au fait que ce soit compliqué de mettre en œuvre une action RSE dans l'entreprise, parce que finalement, c'est quelque chose qui prend du temps, etc. Et tout le monde n'est pas toujours libre pour faire ce genre de choses, malgré toutes les bonnes intentions. Euh, alors maintenant, en fait, on va vous raconter hein, une histoire. Ah voilà, super. Ça c'est moi, en fait. Il est cycliste, il est cycliste. Voilà. C'est un champion. Non, il est triathlète. Enfin, bon. En fait, on va vous raconter en fait l'histoire. Oui, oui, en 10 minutes. On va faire son possible. L'histoire justement d'une action RSE qui est disponible pour tout le monde et toute entreprise. Alors tout commence lors de ma première expatriation en Chine, où j'ai eu l'opportunité de prendre conscience finalement des conditions de travail dans les chaînes de production, d'assemblage, etc. Et ensuite, ça se prolonge par mon expérience de 6 années en République démocratique du Congo, où on voit ici, à gauche, à Dans des l'ouest, ONG, hein, bien sûr. pas que des ONG, mais c'est des expériences très enrichissantes, notamment dans l'exportation, dans l'importation de tous les produits pour Kinshasa. Kinshasa, 20 millions d'habitants, et j'ai pu découvrir finalement l'importation de tous les déchets électroniques. En résumé, les voitures vont là-bas, en fin de vie, on le sait très bien. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elles vont remplies de choses, et notamment de déchets électroniques. Ensuite, 3 années dans la province du Katanga, très proche du secteur minier, où j'ai eu l'opportunité de découvrir les conditions de travail dans les mines et également finalement l'exploitation à outrance. Et ce pays résume à lui seul, comment dire, le problème hein, du système avec d'un côté l'exploitation non responsable pour des produits qui sont fabriqués et consommés par chez nous, avec finalement de l'autre côté le retour dans ce même pays pour polluer les sols avec tous les métaux lourds contenus dans ces mêmes appareils. Donc, retour en Belgique, j'ai voulu capitaliser sur l'expérience acquise afin de développer une activité qui soit positive et pour l'environnement et pour la société. Et là, j'ai une petite question encore. Euh, alors, pensez-vous que le reconditionné est mieux que le neuf? Normalement, tout le monde va dire oui. Après, quand on se demande, si je dis que ça a été reconditionné par des enfants au Vietnam, là, effectivement, la question n'est plus, la réponse n'est plus exactement la même. Et on voit que la notion de traçabilité, de transparence est fondamentale. C'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment hyper important parce que ça peut amener à des soucis vraiment éthiques très, très importants. Donc, je suis rentré, en fait, après ces 10 années d'expatriation, je suis tombé un peu par hasard sur le secteur du smartphone reconditionné et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sauf qu'en creusant, je me suis rendu compte que c'était le Far West, en fait, hein, d'où le petit cow-boy sur l'image. Et pourquoi le Far West? Parce que c'est un secteur qui est dominé par des opportunistes à la recherche du profit immédiat, sans aucune considération hein, pour l'impact local, euh, environnemental, social, mais non plus pour la création d'emplois locaux, parce qu'il y a un gros, gros potentiel qui n'est pas du tout exploité. Donc c'est un secteur extrêmement peu transparent, et l'activité est vraiment partie de ces constats, en fait. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de faire beaucoup mieux et de créer une activité qui soit locale, parce qu'il y a énormément de smartphones à collecter localement. On parle de 100 millions de smartphones qui traînent dans les tiroirs en France, hein, c'est pas rien. Et pourtant, j'ai vu qu'il y avait des solutions qui existaient, mais vraisemblablement, elles ne marchent pas, puisqu'il y en a toujours 100 millions qui traînent dans les tiroirs. Ça, c'est plutôt clair. Et donc, on a commencé l'activité finalement en Belgique, qui est vraiment notre laboratoire, hein, un marché très intéressant pour tester ses idées, ses process et notre impact. On est vraiment, c'est important de le noter, spécialiste en smartphone et tablettes. Alors c'est fondamental pour avoir le plus haut taux de remise en circulation, parce que c'est ça dont on parle, ça qui est important, c'est la remise en circulation. Un petit exemple, un réparateur de frigo vient chez vous à la maison, je mets ma main à couper, vous ne lui demandez pas, tiens, tant que tu es là, est-ce que tu peux vérifier mon smartphone, il ne s'allume plus? Ben non, personne ne le fait parce qu'il n'est pas spécialiste en smartphone.
Eh bien, c'est exactement pareil. On ne peut pas tout traiter et bien le traiter. Et alors, on a commencé par travailler avec les entreprises. On a collecté des flottes de smartphones d'entreprises. On a constaté qu'il y avait plein de smartphones dans les tiroirs, mais c'était trop gros pour commencer par ça. Et donc, actuellement, on a plus ou moins 80 entreprises en Belgique qui nous font confiance, dont certaines majeures, et qui nous font confiance pour deux raisons principales. Nos process, effacement de données certifiées, etc., et notre impact. Impact environnemental, de fait d'allongement de l'allongement de la durée de vie des appareils, mais également l'impact social. Et ça, en fait, on ne l'avait pas encore à l'époque matérialisé, et c'est là que quelque chose s'est passé, en fait, sur le marché. À toi, Jeanne. Donc effectivement, hein, dans le cours de notre histoire, on arrive tout doucement à mars 2020. Donc premier confinement, et je pense que là, on s'en rappelle bien tous, hein, on est restés coincés et isolés chez nous pendant de longues semaines. Et les premiers à en souffrir, c'était nos aînés en EHPAD. On sait très bien aussi que c'est un public qui est beaucoup moins digitalisé. Donc nous, on a voulu faire quelque chose pour les aider. On a directement commencé à distribuer plus de 300 smartphones et tablettes dans 120 EHPAD. Et ça a fait beaucoup de bien. Et donc on n'a pas voulu s'arrêter là. On n'a pas voulu s'arrêter là. On a on a voulu faire de cette première action qui était ponctuelle, quelque chose de beaucoup plus structurel, en fait, et c'est pour ça que, la Fondation pour l'inclusion digitale a été créée. Donc aujourd'hui, la fondation, en fait, elle distribue, des smartphones et des tablettes à des personnes qui sont vulnérables à ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc j'avais un peu envie de vous demander aussi, une petite question. Selon vous, quelle est la proportion des Français aujourd'hui qui sont, déconnectés du monde numérique? La proportion, c'est plutôt 17. Ouais, ouais, ouais. Donc en proportion, ça fait 17. Donc 17, c'est quand même une personne plus ou moins sur 5. Donc c'est énorme, et c'est pour ce public, en fait, que la fondation travaille tous les jours. Donc vous l'aurez compris, on s'attarde pas seulement sur les personnes âgées isolées. On bénéficie enfin on travaille, pardon, aussi pour des personnes qui sont des familles précarisées, des personnes réfugiées migrantes, mais aussi, des personnes en situation de handicap. Parce que pour toutes ces personnes, et ça on l'a bien vu aussi dans la présentation, qui ont été faites aujourd'hui, le numérique est incontournable et c'est une grande source d'autonomie. À la fondation, en fait, on est toujours partis, pardon, je vous ai pas montré les photos, donc ça, c'est ce qu'on distribue. À la fondation, on est toujours partis de ce qu'on connaissait bien. Donc on avait du matériel, on a commencé à le distribuer, mais on a aussi des compétences, et donc on a commencé à les partager, et pour ça, on a créé, en fait, une école de formation pour les femmes et par les femmes, dans un métier donc de réparation smartphone et tablette. C'est une première étape, en fait, puisque, on le sait très bien, la société est en pleine transformation, vers une société plus durable, mais aussi plus digitalisée. Et de par cette transformation, on sait très bien que certains métiers vont être amenés à se réinventer, tout simplement. Donc en Europe, on parle d'une création d'emplois de plus de 29 000 ETP dans le secteur, donc c'est quand même conséquent. Nous, on veut faire partie de cette transformation puisque ce métier, il peut être à destination de tous, pas que des femmes. Et c'est un métier qui s'inscrit dans le secteur de l'économie circulaire et solidaire, donc tout à fait important pour l'avenir de notre société. Alors, vous l'aurez compris, ASW et la Fondation, donc c'est un projet de développement durable avec d'un côté un aspect environnemental qui est incarné par Smart World et le rallongement de la durée de vie des smartphones et des tablettes, pardon. Et de l'autre côté, un aspect social qui est lui concrétisé par la Fondation pour l'inclusion digitale. Donc la Fondation sans ASW, on n'aurait tout simplement pas de matériel à distribuer. ASW sans la Fondation, ce serait une entreprise qui n'aurait pas encore concrétisé ses ambitions sociales, en fait. C'est ça. Alors arrive finalement Obayo. Alors là, vous voyez finalement l'évolution, ça dure 3 ans en fait pour arriver ici. Alors, bon, vous vous souvenez des 100 millions dont je parlais de smartphones qui traînent dans le fond des tiroirs. Nous, pendant ces 3 années-là, on ne les a pas oubliés non plus. Et on a vu qu'il y avait des solutions. Comme je le disais, elles ne fonctionnent pas. Sinon, il n'y en aurait plus 100 millions qui traînent dans les tiroirs. Et elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont compliquées, elles engendrent de la frustration, elles sont peu responsables et pas transparentes. Et on a vu que la notion de transparence est quand même fondamentale. Sinon, ça amène certains soucis potentiellement éthiques assez importants. Alors nous, notre réponse, c'est une application, application Obayo. Alors Obayo, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça vient de One by One,
l'idée, c'est vraiment que chaque geste compte et que c'est un smartphone à la fois qu'on va finalement, tous ensemble, arriver à faire quelque chose de positif pour changer, en fait, changer les choses. L'idée, c'est vraiment d'amener cette innovation sur le marché, innovation à plusieurs titres, innovation technique, avec le développement d'une application sophistiquée qui finalement qui met en marge les dispositifs physiques complexes dans les points, des points relais où l'on pourrait déposer les téléphones. Parce que entre vous et moi, je ne pense pas que ce soit très responsable de créer des bornes physiques pour collecter quelques téléphones sous le couvert de l'impact environnemental. Il y a aussi finalement un impact, une innovation de service, pardon. Innovation de service, tout commence finalement du canapé. On propose vraiment aux gens, depuis leur canapé, d'avoir accès à du pouvoir d'achat dans leur magasin préféré. Donc les gens téléchargent l'application Obayo sur le smartphone qu'ils souhaitent revendre depuis leur canapé. En moins d'une minute, ils ont la valeur la plus objective possible de reprise de leur smartphone. Si ça leur convient, ils ou elles se dirigent donc dans le point relais, le magasin préféré, pour aller récupérer finalement la valeur de leur appareil et en ayant la certitude que ces appareils sont traités de manière responsable, transparente et locale. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi cette notion d'innovation sociale en donnant en fait l'opportunité aux gens d'agir sur une action responsable ciblée. Effectivement, on peut se rémunérer en échange de son téléphone avec un bon d'achat, un paiement par virement bancaire, mais viendra très bientôt aussi la possibilité de donner tout ou partie de la valeur de son téléphone à la Fondation pour l'inclusion digitale afin de soutenir finalement ces actions structurelles et locales. Donc finalement, j'ai bientôt fini, on est vraiment sur, comment dire, une solution qui rencontre le marché. On a d'un côté finalement une urgence climatique, ça je pense que tout le monde l'a bien compris. On y répond grâce à l'allongement de la durée de vie des smartphones. Une augmentation, je pense, des inégalités sociales, on y répond également de plusieurs manières. Et aussi maintenant un problème de pouvoir d'achat. Et si on faisait la somme des 100 millions de smartphones qui traînent dans le fond des tiroirs, donc la somme de la valeur de ces 100 millions de smartphones, je pense que ce serait plus intéressant de les avoir dans les poches des gens plutôt qu'ils dorment dans le fond d'un tiroir. Okay, et juste pour terminer, ce serait dommage finalement que les entreprises, sous le couvert de faire une action RSE pour ticker une case en fait à un reporting de fin d'année, qu'ils se dirigent vers une solution qui n'est pas optimale avec de l'impact local. Et c'est vraiment notre raison d'être, c'est donner l'opportunité aux entreprises d'avoir l'opportunité de faire une action RSE qui a du sens, un impact tangible et local. Voilà. Merci Jeanne, merci Geoffroy, merci à vous. Vous pourrez rencontrer nos amis donc à l'étage. Je vous laisser rejoindre votre place. Merci Philippe de cette veille que l'on opère en permanence à l'Observatoire de Jonc et puis de partage de valeurs. Et je crois que ici